Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Décrassage. Nous sommes très très heureux de vous retrouver. Et aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet particulier qui est la pression psychologique. Et nous avons le plaisir d'accueillir avec nous un invité, un joueur de basketball de National 3 à Châlons en Vendée. Il s'agit de Jérémy Douillet. Jérémy, donc bienvenue à toi. Et nous sommes Merci. vraiment ravis de traiter de ce sujet-là. Et sur le plateau, j'ai mes acolytes Joël, Thibaut et Jérémy Delzotto. Et on va s'adresser d'abord à toi, Jérémy. Bienvenue. Et on voulait te demander, voilà, tu es le fils d'un grand champion français. Et est-ce que cela t'a mis énormément de pression dans le sport, le fait d'être le fils de David Douillet, du coup? Pour ceux qui ne Déjà, connaissent pas, bonjour. champion olympique. Oui, double champion. Double champion olympique même. Merci. Il y a eu quelques médailles, oui. Déjà, bonjour à tous les trois et merci pour l'invitation. Oui, ça met forcément un petit peu de pression. Après, en revanche, c'est vrai que quand on est dans le vif du sujet, on se rend pas compte. C'est peut-être plus avec un peu de recul qu'on se rend compte que des fois, il y a un peu d'abus, un peu de, on peut parler pour certains de persécution aussi, parce que il y a cette notoriété-là qui va en plus d'un jeune sportif, surtout pour les débuts, et que il y a certains coachs qui peuvent mal réagir à peut-être une exposition peut-être trop importante ou des attentes derrière pour des coachs qui sont un peu démesurés par rapport à mon niveau, vu qu'on parle de ce que j'ai vécu. Donc c'est vrai que des fois, il y a des choses qui se sont pas très bien passées. Et je pense qu'on est là pour en discuter un petit peu. Ok, donc par rapport à ça, peux-tu nous raconter un moment bien précis qui t'a choqué justement au niveau de la pression des coachs qui t'incombaient? Oui, pas de souci. Après, il y en a eu plusieurs. Il y en a eu Ouais. plusieurs, malheureusement. Après, faut pas voir tout négativement. Mais il y a des coachs avec qui ça s'est très, très bien passé. Et justement, c'est là toute la beauté du sport. Et je pense que vous en discutez assez souvent, régulièrement avec d'autres sportifs. Mais c'est vrai que des fois, il y a des moments qui sont un peu plus difficiles. À Nantes, sur mes premières saisons pro, j'ai eu des complications avec un coach qui avait, on va dire, pas forcément de communication, et une communication qui était extrêmement directe pendant les matchs et aucune discussion en dehors des entraînements. À Angers, ça a été très compliqué pour moi, malgré que ça m'a permis de rencontrer mon épouse. Ça a été une saison qui a été assez catastrophique en termes de relations avec le coach, où il y a eu beaucoup d'abus, etc., même de pousser à jouer, même en étant blessé. Voilà, et on n'a pas les mêmes réactions, et ce qui est logique, hein, quand on a 20, 25 ans, que quand on a 30 ou 35. C'est vrai on réagit d'une manière assez différente. Mais il y a une autre qui, moi, m'a le plus marqué, le plus choqué, c'est à Vitré. À Vitré, j'ai eu malheureusement le coach contre moi qui n'a pas tenu ses engagements, puisque j'étais en reconversion professionnelle et je devais partager mon temps entre le basket et ma reconversion. Et c'était le deal. Il y avait aussi un deal financier par rapport à tout ça. Donc, euh, j'ai eu le coach contre moi et pratiquement l'ensemble de l'équipe aussi contre moi, qui n'a pas accepté le fait que je sois en reconversion professionnelle. Voilà. Je vous ai parlé un petit peu les détails, mais c'était assez difficile à vivre. Assez difficile à vivre, ouais. Si on revient sur l'épisode d'Angers, bon, moi ça me parle directement parce que je suis angevin et c'est à cette période-là aussi que je t'ai rencontré, qu'on a fait connaissance. Comment tu définirais spécifiquement cette forme d'abus? Là, on a parlé d'abus psychologiques, mais de quelle sorte ils étaient à ce moment-là? Comment tu Comment pourrais ça se le classer? concrétise chaque jour Ouais, pour toi, c'est ça? ouais, ouais. Ouais. Enfin, ouais, comment toi tu l'as? Quel type Bah, c'est des SMS à des heures tardives, même si après, on en reviendra peut-être un peu après, mais ça forge et ça permet justement d'aller puiser des choses qui sont extraordinaires et encore plus avec Christ. Mais c'est des SMS tardifs en étant des fois un petit peu
un petit peu vulgaires et un petit peu déplacées. C'est des discussions qui sont très, on va dire, énergiques au bord du terrain pendant un entraînement, ou qui sont jusqu'à balancer des chaises, ou qui sont jusqu'à même en venir à pousser certains joueurs. Moi, avec un coéquipier, un Américain, il en est venu à le provoquer, à le pousser. Et l'Américain s'est retenu, mais il a fallu lui en mettre une, excusez-moi du terme, hein, mais c'est vraiment ça. Donc, il n'y avait pas un aspect que pour moi, mais c'était un aspect aussi pour beaucoup de joueurs sur cette période à Angers que je t'avais raconté, Joël, où c'était délicat. Donc ouais, ça rappelle, pour être dans une actualité plus ou moins chaude dans cette nouvelle saison de décrassage, mais il y a quelques mois, on en a parlé dans les médias par rapport à dans le foot. Alors là aussi avec Mamadou Sakho et l'entraîneur de Zach. Montpellier, Der Zakarian, Der où ils en sont venus aux mains, et ce qui a amené une rupture de contrat du joueur, de quitter cet environnement toxique finalement. Moi, j'ai eu l'occasion de venir te voir jouer à Angers à cette époque-là, et j'avais été marqué, et je t'avais interpellé un petit peu là-dessus. Donc, dans ce que tu dis, il y a deux choses que j'aimerais qu'on puisse creuser. C'est qu'il y a une violence qui est un abus verbal, une violence verbale. Il faut quand même dire les mots, où on vous parle comme du poisson pourri. Où je l'ai vu t'invectiver publiquement, hein, dans une salle, alors pas pleine parce que le basket ne fait pas full à On peut Angers. appeler ça une humiliation. Hein. Une humiliation publique. On imagine, ça laisse des traces. Est-ce que tu peux peut-être placer le contexte, parce qu'après le coach d'Angers va venir témoigner, donner sa version juste après. Ah, t'avais pas On dit se ça. retrouve juste après pour le témoignage du Ça coach. me dérange pas du tout, hein. Allez-y. Mais est-ce que tu peux nous expliquer une situation, comment tu l'as vécu, puis peut-être après le recul, est-ce qu'on peut justifier l'injustifiable, je sais pas. Mais vas-y, dis-nous un peu pourquoi il te parlait comme du poisson en pourri. fait, moi, je suis arrivé à Angers dans un contexte où le coach m'a choisi pour être premier intérieur, donc pour être premier pivot, et dans le 5, etc., et d'avoir un apport assez important. Parce que je sortais d'une bonne saison à Rueil-Malmaison, et j'avais mis aussi tous les ingrédients de mon côté pour être performant. Je m'étais bien préparé l'été, tout ça, et j'arrive en pré-saison, comme n'importe quel joueur, et comme n'importe quel joueur cette saison, il y a eu quelques petits retards de par-ci par-là, mais rien de trop important, et ça a été corrigé par également quelques allers-retours pour certains et quelques suicides pour d'autres. Quand on connaît pas, c'est des allers-retours sur le terrain. Hein, voilà. On voit très bien ce que c'est. On parle pas de vrai suicide, on parle du suicide basket, Exactement. c'est-à-dire aller toucher la ligne, revenir, aller toucher l'autre ligne. Normalement, tu vomis à la fin. Si c'est bien fait. C'est un petit peu ça, ouais. Mais non, il y a eu dès le départ, je pense, une attente peut-être qui était un peu grande pour moi, et une attente pour lui qui était beaucoup plus grande. Et comme pour tout joueur qui arrive dans un nouveau club, il y a un temps d'adaptation que moi j'ai eu en tout cas, et qui s'est vu très rapidement sur des matchs amicaux à me retrouver en fait derrière le deuxième joueur, alors que pourtant j'étais assez cohérent sur le terrain et j'apportais à l'équipe. Et dès les premiers matchs de la saison, j'étais performant. J'ai fait les 2-3 premiers matchs autour de 15 points. J'avais un apport au niveau des statistiques, mais pas que. Il y avait un vécu dans le groupe qui m'apportait aussi un certain leadership. Et ça a été rabaissé dès les premiers matchs, en sortie de vestiaire. Alors que je suis quelqu'un qui prône toujours la performance collective avant la performance individuelle. Ça a toujours été ma façon de voir les choses. Et là, je me suis fait démonter dès le premier match. Je m'en souviendrai toujours. C'était contre Mulhouse. Et je me suis fait démonter dans le vestiaire parce que le coach me dit, mais tu penses qu'à toi, tu as pensé qu'à tes stats, qu'à ta petite personne, et tu es incapable de te fondre dans un collectif, etc. Grosso modo, ça voulait dire ça. Et devant toute l'équipe, les dirigeants en plus qui sont là, alors ok, on perd le match de beaucoup, hein, je crois qu'on perd de 15 ou 20 points, mais derrière, on ne peut pas critiquer ouvertement un joueur qui donne tout,
qui en plus performe sur le terrain et qui a aussi un rôle important dans le groupe. Voilà, il y a une manière de le dire, il y a une manière de le faire, mais c'est vrai que cette saison-là, c'est un peu le type d'abus que j'ai pu recevoir, mais on en discutera après. C'est des choses qui servent et qui tirent, et qu'il faut voir le verre d'eau à moitié plein et pas à moitié vide. Voilà. Merci Jérémy pour cette première étape de ton témoignage en ce qui concerne les abus psychologiques qui ont émaillé ta carrière. Nous allons passer à une chronique particulière qui s'appelle les Jérémiades, qui sera donc menée par notre ami Jérémy. Et Jérémy va donc mettre en avant quelques éléments liés justement à cette pression psychologique. Alors, j'ai intitulé ma chronique Jérémiade « Peureux ou pleureuse ». Je vais vous parler de ces deux catégories de coachs en fait qui me font râler. Alors, évidemment, vous avez l'habitude que je râle maintenant. Alors, je vais commencer par ceux qui nous foutent un peu la frousse. Ces entraîneurs qui insultent, qui humilient les enfants ou les jeunes qu'on leur laisse tranquillement 2 à 4 heures par semaine en pensant naïvement qu'ils apprendront les valeurs du sport, l'estime de soi, le combat à la loyale, idiots que nous sommes. Et plus on monte dans les catégories d'âge, dans les niveaux, et plus ça se corse. J'avoue que personnellement, je n'ai jamais eu affaire à un coach insultant. Peut-être parce que j'ai justement jamais eu d'opportunité de carrière, mais ça, c'est une autre histoire. Mais j'en ai croisé quelques-uns sur les terrains et je me suis à chaque fois demandé s'ils pensaient vraiment que les insultes étaient un bon ressort de motivation. J'ai constaté à chaque fois un rapport assez malsain de domination, de pique, d'humiliation pour soi-disant endurcir, pour forger le caractère de ces jeunes. J'ai surtout constaté malheureusement que ces entraîneurs étaient détestés par leurs joueurs. Pourtant, quand l'enjeu est une place dans l'effectif professionnel, ces jeunes s'écrasent, ils subissent, ils s'inventent une force de caractère là où malheureusement ce sont leurs propres émotions qui quittent petit à petit leur cœur et qui les transforment en machines. Et on continue de les pousser à bout. Ma foi, c'est bien le jeu, hein. Si tu craques, c'est que tu n'as pas de mental. Si tu t'énerves, c'est que tu gères pas tes émotions et que tu n'es pas fait pour ça. Pleurnicheur, va. Les pleurnicheurs, parlons-en justement. L'autre revers de la médaille. L'illustre Thierry Henry, que personnellement, tout comme Zlatan, moi je suis fan de ses conférences de presse, il a détaillé et répété dans plusieurs interviews comment il percevait la nouvelle génération. Je le cite, « Il faut tout leur expliquer, il faut tout leur dire, et finalement on n'a pas le choix parce qu'on a beau faire ce qu'on veut, à la fin ce sont eux les joueurs qui décident. À mon époque, quand tu arrives en retard, tu ne jouais pas. Aujourd'hui, on va t'expliquer que c'est pas bien, mais tu vas jouer quand même. » Fin de citation. Henry l'a bien compris, les générations ont changé et les messages des coachs à la dure ne passent plus. Mais n'est-ce pas à l'inverse en train de créer une génération de divas un petit peu fragiles et capricieuses ? Est-ce que ces explications incessantes à ces jeunes au talent aussi démesuré que leur ego ne les desservent pas au final ? Ne leur donnent pas l'habitude de se battre, de prendre des coups, d'avoir le courage et l'humilité d'écouter un coach parfois moins bien payé qu'eux ? Alors aux fabricants de peureux et de pleureuses, je paraphrase même le psychologue sportif américain Kessel, qui dit « Un entraîneur médiocre parle, insulte, un bon explique, un super démontre et le meilleur inspire. » Avoir peur de l'autre, de perdre un match, de perdre sa place, son autorité ou que sais-je, pour moi ce n'est rien d'autre que d'avoir peur de soi-même. Ceux qui pleurnichent sans cesse sur leur sort, leur talent inexploité, leur technique inégalée, la chance qu'on leur a volée, auront rarement un mental de vainqueur dans leur vie de tous les jours. Ceux qui font peur aiment peu et ne sont quasiment jamais aimés en retour. Alors messieurs les entraîneurs, arrêtez la production d'insultes à la chaîne, arrêtez la pommade dans le dos de tous ces jeunes qui ont un ego démesuré pour vous poser les bonnes questions. Est-ce que votre méthode de coaching construit de futurs athlètes, de futurs hommes, de futures femmes ou détruit le rêve des gamins ? C'est tout. Merci Jérémy. Ouais, merci. Jérémy, est-ce que tu peux réagir ? Est-ce que tu as eu une période pleureuse ? Déjà, c'est très inspirant ce qu'il dit. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est un sujet qui est très très intéressant aujourd'hui avec les jeunes. Après, en ce qui me concerne, sans doute oui, j'ai peut-être des fois été un peu pleureuse ou être un peu peureux dans ma manière de réagir. En revanche, j'ai toujours cherché des solutions et à me poser les questions, pourquoi ça arrive ? Qu'est-ce qui a fait que ça s'est déclenché ?
Euh, et je pense qu'à travers tout ça, j'ai toujours déjà mis ma confiance et ma foi en Christ, qui m'a permis déjà de pouvoir passer ces moments difficiles où tu te dis, tu doutes, tu te dis, bah, est-ce que je suis fait pour ça? Est-ce que j'ai le talent pour? Est-ce que j'ai tous les éléments pour être meilleur, pour continuer à progresser et à faire de mon métier ma passion? Et c'est vraiment en Christ, je pense qu'on peut déjà trouver énormément de ressources. Et ensuite, le fait d'en parler avec ses amis, sa famille, sa femme, voilà, toutes ces choses-là, la communication permet de débloquer tellement de situations, et je pense que vous aussi, vous le vivez dans ce que vous faites au quotidien. Euh, et c'est pareil pour un coach, en fait. C'est exactement la même chose. Le coach, il doit être dur. Il doit être juste et dur dans tout ce qu'il fait. En revanche, il doit être bon communicant avec ses joueurs. Il doit pouvoir bien expliquer les choses, et c'est ce qu'un peu Jérémy a discuté juste avant. C'est que tout ça, c'est une justesse en fait en trouver le côté un peu difficile et dur pour former et forger le caractère des joueurs, tout en restant à leur écoute, avec du respect, parce qu'aujourd'hui les jeunes ils attendent beaucoup de respect, même un peu trop des fois, et qu'on leur déroule le tapis rouge. Donc je pense que ce que tu as dit, Jérémy, juste avant, était très très intéressant. Merci, entre Jérémy, on se comprend bien. Je voulais te demander justement, tu parles de communication, de l'importance de la communication. Toi, est-ce que tu as pu parler justement à froid avec ces coachs-là en disant, bah là, ce que tu as fait, ça m'a touché, ou est-ce que le dialogue était impossible? Alors j'ai deux cas de figure, un où j'ai pas eu du tout de dialogue, vu que le coach à Angers, il n'y a pas eu du tout eu de dialogue, bien au contraire. J'ai même pas eu de dialogue avec le club, hein, très clairement. On m'a mis à la porte assez rapidement, sans explication et sans même un entretien de fin de saison, alors que tous les joueurs étaient passés en entretien de fin de saison avec le président et le coach à l'époque. Ah ouais. Mais j'ai pardonné à cet homme-là. J'ai pardonné, je l'ai recroisé l'année d'après sur les terrains de basket. J'ai pas voulu lui serrer la main, mais dans mon cœur, je lui ai pardonné. J'ai pardonné, tout a été mis à la croix et j'ai effacé au final cette petite partie-là, même si elle reste et que c'est pas très grave. Voilà, ça fait partie de la vie, ça fait partie de ma carrière. En revanche, il y a un autre coach, celui de Vitré, où j'ai eu une explication en fin de saison avec lui. Et ça va vous surprendre, mais je lui ai dit merci. J'étais en entretien avec lui en fin de saison. J'ai le coach et les joueurs qui ont été ados, ils m'ont pas parlé pendant toute une fin de saison, hein, donc du 1er janvier, dur. Puisque ça s'est passé le 31 décembre, jusqu'à la fin de saison, où je mangeais en déplacement tout seul, où je m'entraînais et personne ne me parlait, me disait bonjour, me disait même pas au revoir. Le coach, en fait, m'a renié de ce plan-là, alors que pourtant j'étais performant. C'est une de mes meilleures saisons d'un point de vue basket. J'étais focus, c'était de ne rien dire du début à la fin. Et en fin de saison, je lui ai dit merci. Je lui ai dit merci parce que à travers tout ça, ça m'a permis d'être un homme meilleur. Alors, dans le sens mental, dans le sens psychologique, mais aussi par rapport à Christ, ça m'a permis encore plus de m'accrocher à Christ et d'avoir une meilleure relation avec lui. Ça m'a permis de me connaître davantage, de savoir au final, ok, quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses, qui je suis à travers tout ça. Donc, ces moments difficiles, j'ai envie de dire, ils sont importants dans une carrière, mais il faut bien savoir les gérer, il faut être bien entouré. Et je remercie, moi, toutes les personnes qui m'entourent et qui m'ont permis, au final, de savoir tout ça. Et sur cette période à Vitré, j'étais suivi également par une préparatrice mentale qui m'a permis aussi de pouvoir passer toute cette étape-là, parce que ça faisait depuis 2-3 ans que j'étais suivi pour améliorer aussi mes performances sportives. Donc, je leur pardonne, même ouvertement encore aujourd'hui, je leur pardonne de ce qu'ils ont fait. Mais au lieu de m'en servir comme quelque chose de mélancolique, de me dire que de m'apitoyer sur mon sort ou de me dire que j'ai subi ça, non, je m'en sers comme une force. Et il faut le voir comme une force demain dans tout ce qu'on fait et tout ce qu'on met en place. Et justement, à Angers, alors, est-ce que tu devais avoir dans la vingtaine, est-ce que du coup, pendant un 24, an, il n'y a pas de dialogue avec le coach? Parce que là, tu parles de l'issue de la saison, en gros, bon, ton contrat n'est pas renouvelé, mais dans l'année, est-ce que tu as essayé de demander un rendez-vous, demander des explications? Comment ça s'est passé? Ça a été très bref. Ça a été très bref.
dans le sens où c'était 2 minutes après l'entraînement, de savoir, bah, au final, qu'est-ce que tu attends de moi? Donc après, on déroule tout ce qu'on attend de toi. Ok, d'accord. T'arrives au match d'après, on te fout sur le banc et on prend en plus d'autres joueurs à ta place, des Américains qui en plus se blessent ou ne sont pas performants. Donc euh, voilà, il y a toutes ces choses-là qui font que derrière le dialogue, j'ai essayé de tenter de le faire. Alors après, j'ai pas la même maturité qu'aujourd'hui, mais j'ai tenté de le faire. Après, j'ai voulu aussi partir en cours de saison. Hein. Au bout de 3 mois, j'ai dit j'arrête, ça suffit. Je vais pas continuer à subir ça pour ne pas jouer ou pour jouer 2 minutes. Ça n'a aucun intérêt. Je suis là pour jouer, pour m'éclater, pour prendre du plaisir sur le terrain. J'avais parlé avec mon agent de partir et bizarrement, la semaine d'après, je jouais un petit peu plus, 10-15 minutes, comme par hasard. Donc, euh, le dialogue, j'ai essayé de le tenter, mais ça servait à rien puisqu'il y avait des attentes où je pense que ma personnalité ne plaisait pas au coach, tout simplement. Voilà. Et justement, on peut parler de ça sur les abus. On voit aussi c'est souvent dans le basket qu'on m'a interpellé sur le fait que les entraîneurs ont des égos surdimensionnés et que finalement les entraîneurs sont un peu une forme de dieu qui veut contrôler et qui prend toute la place. Est-ce que le fait d'avoir un nom comme Douillet, tu penses que ça t'a porté préjudice finalement dans le milieu du basket à certains moments, sans tomber dans une victimisation, mais où il y avait des attentes démesurées? Je pense que oui, au début, ça m'a desservi dans le sens où les attentes été peut-être trop grandes, où on s'est dit que bah il s'appelle Douillet, il a toutes les ressources pour faire ça, pour faire ci, pour faire ça, mais j'étais comme n'importe quel autre jeune à 20 ans, à 22 ans. T'es pas entre guillemets bien construit, même si t'es bien entouré et que tu sais à peu près ce qu'il faut faire. T'as besoin d'encadrement. Un jeune joueur, ça a besoin d'être encadré, ça a besoin qu'on lui montre, qu'on l'oriente vers la bonne direction pour être performant et pour aller vers de plus en plus le haut niveau. Donc oui, je pense que ça m'a desservi. Ça m'a desservi aussi dans tout ce qui est représentation, etc. J'ai toujours eu des facilités à discuter, j'ai toujours eu de la discussion, je me suis toujours entouré de personnes aussi qui étaient plus âgées que moi dès ma jeunesse. Donc j'ai toujours traîné par exemple avec les vieux, moi, avec les gens qui étaient en fin de carrière dans les clubs, moi j'avais 20 ans, eux ils avaient 32, 35, parce que c'est des gens qui m'intéressaient beaucoup plus que les gens de mon âge. Et du coup, bah, ça pouvait me desservir parce que j'avais une opinion, parce que j'avais des valeurs, parce que j'avais peut-être d'autres choses que d'autres jeunes n'avaient pas. Et on n'en veut pas en fait de ces gens-là parce qu'ils ne sont pas malléables, ils sont pas contrôlables entre guillemets. Justement, juste, moi, ce qui m'interpelle par rapport, je rebondis sur ce que disait Joël, sur la toute-puissance un peu du coach. J'ai du mal à saisir comment est-ce que au sein d'un club, on se rende pas compte, encore plus dans un sport collectif, qu'on met quelqu'un complètement de côté, que les coéquipiers ne lui parlent même plus. Comment est-ce qu'on peut penser que, que ça va bien fonctionner en fait? Est-ce que pour toi, enfin je vais préciser ma question, est-ce que pour toi c'était un petit peu organisé, encore une fois sans tomber dans de la victimisation, mais je me doute bien que si les joueurs te parlent plus, c'est qu'à un moment où il y a eu des consignes, où il y a quelque chose qui s'est passé pour que on leur dise, écoutez ce gars-là, ou on va le faire craquer, ou enfin je sais pas quelle est ta perception de ces choses-là. Non, je pense pas que c'était organisé du tout. Je pense que malheureusement les joueurs c'est ce qui est un petit peu dommage dans le sport et dans n'importe quelle discipline collective, bah on se range toujours vers le plus fort ou Ouais, vers ceux qui ont le plus ceux qui décident. de, de contrôle, voilà. Et ce qui est normal, c'est très humain hein, en soi. Hein. Mais non, non, c'était pas du tout contrôlé. Après, pour être totalement franc sur cette période-là, euh, j'avais un deal sur 2 ans avec un salaire réduit à 50% parce que je développais mon activité Mm. euh, d'après ma reconversion professionnelle où j'ai créé ma société. Et c'était le deal de départ, donc je m'entraînais au final autant que les autres, vu que les plages horaires étaient adaptées, et j'en suis très reconnaissant, puisque ça m'a permis
de faire les deux. Mais en fait, je repartais très rapidement après parce que moi, j'avais ma deuxième journée qui commençait, puisqu'on avait des entraînements de 3h, 3h, 3h30 le matin, et j'enchaînais l'après-midi, moi, sur mon travail. Et il y a des fois des semaines où j'étais pas là pendant 2 jours. Donc, en fait, tout ça a amené peut-être de la frustration. Alors, pourtant, que ça a été évoqué dès le départ avec l'ensemble du groupe. Et malheureusement, je pense qu'on partageait pas les mêmes valeurs, tout simplement. Et que derrière, il y a une friction et que les joueurs ont suivi. Et aujourd'hui, peu importe. Sur le moment, c'était très difficile. Ça a été, pour être franc avec vous, le moment le plus difficile de ma carrière. Mais parce qu'il y a tout le monde en fait contre vous. Et en plus de ça, c'est pendant la saison Covid, c'est-à-dire qu'il y a personne dans les salles. Ouais. Il y a pas de dirigeants, il n'y a pas de sponsors, il n'y a pas de spectateurs. Donc je vous remets dans le contexte, on a joué pendant 1 an dans des salles vides. Ça sonne creux. Quand je vous dis que j'étais tout seul, Je rentrais le soir, enfin après l'entraînement, je voyais ma femme et c'était tout quoi. Voilà, il n'y avait aucun contact autre que ça. Donc c'était une année qui était, mais ça m'a permis de grandir, ça m'a permis d'être meilleur quoi. Voilà, faut le voir positivement. Moi, j'avais une question. Je voulais rebondir sur la citation philosophique de Kessel, qui m'a aussi interpellé. Et tu as mis en avant ta foi en Christ, notamment. Et je voulais savoir, par rapport à ça, lorsque tu as été confronté à ces 2 cas, notamment d'entraîneurs abusifs, on va dire, quel a été ton regard sur eux avec cet arrière-plan de foi? Déjà, il y a un sentiment qui est humain, c'est de la colère, c'est de l'énervement. On reste des hommes et des femmes, où il y avait de la frustration aussi qui s'est installée. Mais c'est ce que j'ai toujours fait dans ma foi et dans ma vie de chrétien, c'est de remettre toujours tout entre les mains de Dieu. C'est-à-dire que Dieu m'a toujours ouvert et fermé les portes sur chacune des saisons, et s'il fallait que j'y aille et que j'y suis allé, c'était pour une bonne raison. Donc, déjà, d'une part, j'en ai jamais voulu à Dieu et je l'ai toujours remercié de chaque chose qui a été faite pour moi dans ma vie. Après, sur ces moments délicats, la première réaction, ensuite à ces moments, on va dire très humaines, c'est de prier, très clairement. C'est de remettre tout entre les mains de Dieu, de dire Seigneur, j'abandonne tout entre tes mains. Ça veut pas dire que je me délecte de ce qui se passe et que j'ai peut-être aussi une part de responsabilité, mais avec toi, je vais la comprendre. Je vais trouver les solutions pour réussir, pour sortir de ce moment délicat. Et je sais qu'avec toi, je serai plus fort parce qu'on est plus que vainqueur avec Christ. Et pendant cette période-là, ça a été vraiment très important pour moi. Chaque jour, je remettais vraiment ma journée entre les mains de Dieu, ouais, très clairement. D'accord, donc tout ceci t'a permis d'avoir un regard, entre guillemets, moins dur sur tes entraîneurs, en fait. Ça t'a permis aussi de tenir dans cette situation. Bien sûr, ça a été un moteur. Ça a été un moteur. Ça a été l'élément qui m'a permis à chaque fois de me relever. C'est comme demain, vous faites un mauvais match, et on sait combien la pression est importante quand on n'est pas performant pour un sportif. Mais en fait, grâce à ça, grâce à Christ, ça permet de prendre du recul sur chaque situation, qu'elle soit positive ou négative. À la fois, quand on fait un très gros match et qu'on est sur 30 dévals, qu'on met 20 points, en fait, derrière, c'est de lui rendre toute la gloire, parce que la gloire, c'est pas ce qu'on cherche en tant que chrétien, et encore plus dans ce monde où on nous met beaucoup dans la lumière, mais à la fois aussi quand c'est négatif, c'est-à-dire que merci Seigneur de me donner les armes, les solutions, les bons mots aussi, les bons gestes, dans tout ce que je fais pour rester droit par rapport aux valeurs que j'ai et qu'on a en commun, et que j'ai par rapport au fait que je sois chrétien, tout simplement. Merci Jérémy. Alors, nous allons te mener vers une nouvelle chronique qui sera animée par Joël, donc le speed dating. Et donc, Joël va nous parler de relations toxiques et d'affirmation de soi.
Merci, bah c'est parti pour un nouveau speed dating. Merci beaucoup, Jérémy, de t'être confié, certainement comme jamais. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de médias aussi qui se sont intéressés à ça, bien que de nombreux journalistes aient dû voir ce qui se passait sur les bords de terrain. J'ai pu en être témoin. Euh, Moi, je voudrais ouais, démarrer en finalement n'allons pas vers la victimisation comme ça a été dit, et puis tu l'as bien souligné pour compléter cette jérémiade aussi, et partir de cette affirmation et ce constat que les épreuves que l'on vit, en fait, sont autant d'opportunités pour nous de grandir et souvent de déceler des mauvais objectifs dans nos vies. Et ce que je constate avec le sport, mais comme dans toute chose dans la vie, c'est que si on vit sous les éloges et pour les éloges des gens, il faudra alors qu'on accepte de mourir sous leurs critiques. Parce que dans le monde du sport, un jour on est mis tout en haut et dès le lendemain on est mis tout en bas. Et on l'a vu même avec des grands champions comme Kylian Mbappé quand il a raté son penalty à l'Euro, qui reste un souvenir triste contre la Suisse. Bah, il s'est fait lyncher. Et d'ailleurs ça a été une blessure profonde pour lui parce qu'il ne s'est pas senti défendu à l'époque par son président. Mais on voit bien que ça affecte au plus profond de nous-mêmes. Et finalement, comme tu as parlé aussi de la place de ta foi avec Dieu, on voit que ce sont des moments qui nous interpellent en tant que sportifs dans notre identité la plus profonde. En quoi on doit et en qui on doit trouver notre valeur. Et finalement, ce que j'aimerais savoir et discuter encore avec toi, c'est comment toutes ces épreuves t'ont amené à réaliser le véritable amour de Dieu. Non plus un amour qui est théorique, mais qui est concret, est intime. Et j'aimerais te laisser un petit peu cette question que les disciples ont posée à Jésus quand ils l'ont dit combien de fois devons-nous pardonner? Et Jésus va dire 7 fois, 70 fois. Et à ce moment-là, les disciples vont dire augmente notre foi. Alors je sais que dans le monde du sport, on aime que Dieu augmente notre foi pour augmenter nos statistiques sportives, mais c'est se tromper du contexte. Augmente notre foi, c'était lié à des réalités spirituelles et notamment d'avoir la foi d'aimer et de pardonner. Alors, j'aimerais savoir si dans ces périodes-là un peu d'épreuve, tu nous as déjà un peu parlé, mais comment tu as géré? Est-ce qu'il n'est pas plutôt facile de se tourner vers son papa champion olympique qui pourrait être rempli de conseils plutôt que de se tourner vers le Père céleste qui nous invite à faire le kilomètre supplémentaire, c'est-à-dire des fois à tendre l'autre joue, à donner sa veste à celui qui nous a déjà pris notre pantalon, si je paraphrase. Quelles expériences tu as eues où Dieu t'a demandé peut-être d'aller serrer des mains là où on ne voulait pas où on voulait pas te tendre la leur? Voilà mon défi pour toi. Plusieurs petites questions. En effet, c'est vrai que c'est un petit peu ce que je dis dans le sens où moi je me suis toujours tourné vers Christ en premier. Après, c'est vrai qu'on va chercher aussi les conseils de personnes qui ont réussi et j'ai cette grâce de pouvoir avoir mon père qui a réussi assez abondamment sa carrière de sportif, d'athlète. Donc oui, également, je suis allé chercher des réponses qui allaient aussi, ou qui étaient plus, on va dire, des confirmations de ce que Christ pouvait me dire ou pouvait m'apporter. Vous voyez, dans le sens où le côté de ne rien lâcher, de continuer de se battre, de continuer à être en adéquation avec ses valeurs, sa personnalité, et de continuer à travailler, de mettre tout en œuvre pour être performant et surpasser cette difficulté, cette adversité. Oui, ça a été des conseils de mon père, mais qui sont aussi corrélés avec ce que Christ me disait, c'est-à-dire de continuer à être respectueux envers ceux qui sont au-dessus de nous, les autorités qui sont au-dessus de nous, de respecter aussi les gens qui nous entourent, de partager. Si on est obligé de partager des moments avec des gens qui ne nous aiment pas, ça veut pas dire qu'on va
manger un morceau ensemble et qu'on va passer un bon moment, mais de les respecter et d'avoir, entre guillemets, donner une bonne image de soi, c'est aussi l'image, je pense, que tout chrétien devrait avoir. Ça ne veut pas dire qu'on se laisse faire, ça ne veut pas dire qu'on est entre guillemets secondaire, qu'on n'est pas acteur de notre vie, mais c'est essentiel de pouvoir être exemplaire au final devant ce monde qui juge tellement, et tu l'as rappelé tout à l'heure, dans le fait que des fois on peut être tout au haut de la montagne et le lendemain tout en bas, à travers l'exemple de Kylian Mbappé que tu as donné, et c'est exactement ça en fait. Les gens nous adulent et on est vecteur aussi d'émotions, le sport est vecteur d'émotions, et d'émotions positives comme émotions négatives. Donc c'est vrai qu'à travers tout ça, ça peut engendrer des difficultés, ça peut engendrer des choses qui sont plus délicates. Et je pense que le meilleur moyen d'en sortir, en effet, c'est de se raccrocher à Christ et d'à travers tout ça, de développer sa relation avec Christ. Et justement, tu me lances sur une piste qui faisait partie de ma réflexion, donc dans cette continuité de conversation. Ne pas se laisser faire. J'ai cette phrase de Jésus quand il est lors de son procès. Il est frappé injustement et il va dire « Pourquoi me frappes-tu » Et j'ai l'impression qu'il y a eu ça chez toi, en fait, c'est d'aller poser des questions. Savoir si j'ai mal fait, je veux savoir ce que j'ai mal fait. Mais si j'ai bien fait, pourquoi je suis frappé injustement? Et est-ce que tu dirais que tu as pu aussi grandir dans cette affirmation de se défendre et de dénoncer l'injustice, mais aussi d'apprendre, parce que tu n'es pas parfait, les moments où tu as mal fait, et que avec l'expérience, avec la maturité, aussi avec une intimité dans ta foi avec Dieu, tu as appris à poser ce pourquoi. Pourquoi tu me fais ça? Ouais, bien sûr, complètement. Complètement. C'est vrai que sur chacun de moments de ma vie, je pense que Dieu nous permet aussi des fois de passer par des épreuves. Ça ne veut pas dire qu'il veut qu'on soit malheureux ou qu'on soit triste. Attention. Mais je pense que des fois, le Seigneur permet certaines choses et qu'elles doivent se passer parce qu'il sait très bien qu'on va encore plus se raccrocher à lui, qu'on va se rapprocher de lui, parce que ça va nous sortir plus fort, grandi. Et, euh, et le pourquoi, oui, je me le suis posé à de nombreuses reprises. Et justement, ça permet la remise en question beaucoup plus facilement. Alors peut-être qu'elle a été des fois trop forte, mais ça permet de savoir qui on est. Ça permet de savoir qui on est. Et encore plus, j'ai envie de dire, dans ce monde du sport, où on a besoin de savoir qu'est-ce qu'on fait, qui on est. Mais même demain, une personne qui travaille dans n'importe quelle entreprise ou dans une activité diverse, c'est de savoir qui je suis, comment je fonctionne, quelles sont mes qualités, mes défauts, comment je peux réagir face à une personne qui est peut-être colérique, qui est peut-être vulgaire, qui peut peut-être me titiller. Derrière, on grandit à travers tout ça. On grandit à travers ces difficultés. Est-ce que, moi j'ai une question par rapport justement, tu es très clair dans ce que tu partages. Est-ce que tes coéquipiers, tes différents coéquipiers étaient au courant de cette foi chrétienne qui t'anime? Et est-ce qu'il y en a qui ont été touchés par justement cette force de caractère divine, on va dire, en tout cas que tu puisais en Christ? Est-ce qu'il y en a qui sont venus te voir, je sais pas, moi, à la fin d'une saison, en disant mais moi j'aurais jamais tenu comme tu as tenu, comment est-ce que tu as fait? Ou est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu de manière plus très, très personnelle et très secrète? Je suis pas quelqu'un qui partage très facilement quand il y a une difficulté. Parce que pour moi, c'est pas mon caractère. Je vais plutôt encaisser les choses, essayer de régler les choses de mon côté avec Christ ou à trouver des solutions par moi-même, que de m'émanciper sur le fait que j'ai telle ou telle difficulté. En revanche, à Vitré notamment, j'ai joué avec mon meilleur ami. Donc c'est une des raisons pourquoi j'étais venu également. Il a essayé de me défendre devant le groupe et il essayait de faire le lien avec le groupe et le coach, mais ça a été très compliqué et même lui aussi pour sa carrière. J'ai compris son raisonnement et je ne lui en veux pas du tout peut-être du manque d'entrain qu'il a fait à me défendre, mais je ne lui en veux pas. Mais il savait ce qui se passait et on en a discuté à maintes reprises
Et c'est mon meilleur ami. On a joué en jeune ensemble à Rouen. On se connaît depuis qu'on a l'âge de 14-15 ans. Il me connaît par cœur, il connaît ma foi, il connaît comment je suis pratiquant. Il sait tout, ça a été mon témoin de mariage, etc. Donc, c'est quelqu'un qui me connaît par cœur, avec mes qualités et mes faiblesses. Et en effet, on a discuté en fin de saison et sur le fait de, mais comment t'as fait pour... Je dis, mais Romain, je vais pas te le dire, tu le sais très bien. Tu sais très bien pourquoi tu sais très bien pourquoi j'ai fait une des meilleures saisons, pourquoi j'ai eu ce discours avec le coach en entretien en fin de saison. Et tu sais comment j'ai tenu. Et c'est pas grâce à moi, tu sais très bien que c'est grâce à Jésus. Tu le sais très bien. Donc ça a été un discours. Ça a été un discours ensemble. Mais ça a été très bref parce qu'au final, les réponses, il les avait. Il les avait. Et aujourd'hui, ce genre de... Aujourd'hui, je me confie vraiment parce que je suis pas du genre à parler de mes difficultés et à parler des choses qui se sont passées dans ma carrière négativement. Mais je pense que le fait d'en discuter avec vous et de pouvoir rebondir sur quelque chose de positif et pouvoir peut-être, ne serait-ce que si les gens demain écoutent le podcast, de se dire, bah en fait, ça me permet de switcher, d'arrêter de me victimiser. Joël a parlé de ça tout à l'heure, de me victimiser, de voir les choses en noir, de voir les choses négativement, mais justement, de créer une relation plus importante avec Christ, d'aller de l'avant, de ne pas perdre confiance en soi, de pouvoir rebondir sur l'échec, de pouvoir aller après et chercher le succès. Et justement, le fait d'avoir été passé par ces moments-là, ça nous prépare au succès, ça nous prépare à des choses qui sont beaucoup plus grandes, à des saisons qui sont beaucoup plus réussites, à des moments de joie, de partage, de bonheur. Et on savoure encore plus ces moments-là après dans une carrière parce qu'on se dit, mais ouais, c'est top. Pour l'information, moi, l'année dernière, on a été en finale de Coupe de France basket avec le club de Beaujolais. Mais ça a été des moments incroyables et j'ai savouré chaque moment parce que je sais par les moments auxquels je suis passé par avant et je sais ce que je suis en train de vivre là. Et ces choses-là, je les ai vécues à 200%. J'en ai profité pour être aussi performant sur le terrain, mais profiter en tant qu'homme sur tous les aspects. Et j'en garde, même si le résultat n'a pas été au rendez-vous, j'en garde d'excellents souvenirs. Un immense merci à toi, Jérémy, pour ce témoignage vraiment profond. On est très, très heureux de voir ton interview se terminer ainsi sur une note positive qui pourra inspirer de nombreuses personnes qui traverseraient les mêmes difficultés que toi. Et c'est une joie vraiment de t'avoir eu parmi nous. Et on te remercie pour cela. En tout cas, pour nous, c'est la fin. Merci d'avoir été présent sur cet épisode de Décrassage et on se retrouve prochainement pour un nouvel épisode. Merci à vous et à bientôt.